Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Wolfman.com. Alors nous sommes avec Samuel Chuffard. Bonjour Samuel. Bonjour. Donc on est sur le stand d'Icona. On est actuellement sur le concept car aux Invalides à Paris en 2019. Et donc ici tu présentes une de tes œuvres. Alors avant de commencer de présenter le design de ta voiture, quel a été ton parcours artistique? Mon parcours artistique, j'ai en fait été étudié en Belgique à Saint-Luc. J'ai fait 6 ans d'art qui lui donnait en fait l'équivalent du baccalauréat tout en faisant de l'art. C'est un bel avantage, c'est pour ça qu'il y a 80% de Français là-bas. Et en fait, mon but était déjà d'être designer automobile à l'âge de 13 ans. Je cherchais déjà après une école pour ça. Finalement, après, je suis allé à l'école à Paris, faire 1 an à Paris, à Créapôle, puis ensuite en Suisse, Art Center College of Design, puis aux États-Unis où j'ai diplômé mon Bachelor of Science de Art Center College of Design. D'accord. Alors, du coup, quelle différence, la première question qui me vient comme ça, quelle différence du coup avec les dessins que l'on fait quand on était jeune et les dessins de maintenant, ils sont plus pros ou ils sont plus réalistes Alors, je pense que le réalisme, certainement, a beaucoup à voir à faire, mais quand on a un background d'art, je suis désolé pour les anglicismes, en fait on pense toujours à quelque chose de relativement abstrait, une émotion. Quand on a un artiste, finalement on ne se refait pas et on a toujours envie de transmettre un sentiment et un sentiment qui fait appel à nos désirs. Le designer, son travail, c'est pas que de s'exprimer comme un artiste, de faire son truc à lui. C'est sûr que si on demandait à Tadao Endo ou on demandait des architectes qui ont une signature très forte, je pensais à l'Irakienne qui est morte malheureusement, comment s'appelle-t-elle? Zaha Hadid. Extraordinaire. Oui. Et elle a une signature de son architecture que forcément, d'ailleurs les stands de chez Audi dans les expositions, il y en a beaucoup qui ont été faits par elle, et elle a sa propre signature absolument très fluide. Elle nous inspire aussi beaucoup. Alors elle c'est une artiste dans la catégorie architecture, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait du design automobile, il faut surtout s'intéresser à la nouveauté, s'intéresser aux clients, savoir accepter la mode qui passe. Sinon effectivement celui qui faisait du biodesign il y a 20 ans, il ne fait plus rien après, n'est-ce pas? Puisque la mode se régénère toujours et puis il faut savoir tourner la page. Donc être à l'écoute et de savoir tendre vers un nouveau courant artistique régulièrement, avoir ses périodes, avoir ses phases, hein, puis il y a soit eu ses phases après tout, mais peut-être avec un contraste encore plus grand. Peut-être qu'un jour on fait du Giacometti et le lendemain on fait du Klimt. Je ne parle pas de copier, hein, je parle de contraste. Oui, la structure, on part d'une sculpture et ensuite Klimt c'est beaucoup moins mat. En tout cas c'est vraiment plus expressif. C'est du filiforme, c'est japonisant, etc. Ouais. Alors, mais je pense que tout artiste a ses propres valeurs. Par exemple, moi, j'ai ma culture française et c'est vrai que j'aime l'idée qu'une voiture, elle puisse être un peu comme une sculpture. On est aux Invalides, on est à Paris. C'est tellement beau, on n'a pas envie de moderniser Paris. Qui voudrait moderniser Paris? Ça serait ridicule. Et il y a quelque chose qui est timeless, c'est toujours pour un designer automobile quelque chose de très mémorable. Tout le monde peut être très fier de véhicules tels qu'une Jaguar Type E, une Porsche 911, un Range Rover, etc. Range Rover c'est un bon exemple puisque j'ai travaillé chez Range Rover en fait. J'ai travaillé sur la nouvelle génération du L405, le grand. Et puis à l'époque, bien entendu, dans le design, on est souvent en concurrence, bien sûr. Et on avait 4 modèles à l'échelle 1. Et bon, finalement, mon véhicule a été sélectionné et continué, en idée principale, naturellement. Et après, on continue à plusieurs. C'est toujours un travail d'équipe. Mais l'idée principale que je voulais ramener, c'était la sculpture monolithe, c'est-à-dire la grâce, quelque chose qui comme un cheval. Un cheval, un trotteur comme ça oh là je fais bouger les choses, il n'y a pas trop long de faire. En fait donc cette idée gracieuse flottante n'est pas du tout l'idée de BMW par exemple qui est quelque chose de très assis, assez agressif, etc. Voilà, si on dit quel est le client BMW, il n'est pas le même client que cette voiture là. Là un Range Rover il doit avoir les épaules qui descendent, donc pas de petites vitres et tout ça pour un haut de gamme, et la tête qui sort, quelqu'un qui est fier. Ça va aussi loin parce que moi
moi, Dans la psychologie, je suis oui. pas habitué au design automobile, mais ça va aussi loin. Oui. C'est-à-dire que quand toi, tu dessines une voiture, tu penses déjà à qui va l'utiliser et Oui. quel type de personne va l'utiliser. C'est ça. Ah ouais, et ça va jusqu'aux épaules. C'est vraiment. Ça reflète tout à fait le caractère de la personne. Mais c'est délicat parce que, en fait, le design automobile, on est souvent très menteur. Par exemple, c'est à Paris qu'on vend le plus de 4x4. C'est dans le nord de la France qu'on vend le plus de cabriolets. Ah d'accord. On remarquera que les Anglaises, les voitures en Angleterre, il y a beaucoup de couleurs bleu ciel. Amusant, quelque chose qui ne sont pas beaucoup. Donc finalement, le marketing prouve qu'on achète souvent ce que l'on n'a pas. Et la voiture est un avatar. C'est la meilleure façon de le dire. Plus, bien sûr, l'aspect sociologique qui rentre en cours. Puisque en France, par exemple, il y a beaucoup de gens qui pourraient se payer des Porsche qui ne se la paieront jamais. Ils prendront une Mercedes diesel, voire une Renault diesel. Parce que, on est dans un pays relativement socialiste. C'est pas la peine de tourner autour de faire trop d'esbrouf par rapport à son voisin, ce qui est une juste valeur. Chacun a sa culture. Mais l'américain ne fera pas ça, l'allemand ne fera pas ça. Hein. Et toi, tu dois prendre en compte dans ta création tout ça. C'est sûr. Ah ouais. C'est sûr. Et du coup, par rapport, là, c'est assez, pour moi, ça ressemble à, du coup, c'est monolithique, comme tu l'as dit. Alors en effet, alors ici, là, il s'agit d'une pensée beaucoup plus globale. Donc là, en fait, si vous voulez, pour vous illustrer l'idée de développement de design automobile, là, on se projette vraiment dans le futur. Et là, ça peut être que pour tout artiste, ça va être plus intéressant qu'une voiture classique, puisque là, il s'agit de se poser les vraies questions sur l'avenir. Alors, on parle beaucoup de voitures autonomes dans le futur. Et voitures entièrement autonomes, qui ne sont pas encore, bien sûr, faisables aujourd'hui, mais on y travaille. On n'aurait plus de volant. Mais si on n'a plus de volant, il n'y a plus de conducteur. Donc s'il n'y a plus de conducteur, on est tous des passagers. À partir de ce moment-là, pourquoi toujours continuer à regarder la route, comme si on était au cinéma, bêtement, en regardant le pare-brise, alors en randonnion, alors qu'en fait, on pourrait faire tout d'un coup beaucoup plus de choses dans cet habitacle, et voire même le sociabiliser. Ça peut devenir véritablement un transport salon. commun. Alors transport commun, c'est une façon de le faire, bien entendu. Mais ça peut être aussi... Alors moi je te le dis avec les mots Oui. que j'ai, mais c'est vrai qu'on peut inviter des... Du coup c'est vrai, ça a l'air d'être un salon. On peut le faire un peu à la Uber, bien entendu. Ça peut être quelque chose, siège en Sky et compagnie. Okay. Mais l'idée, en fait, j'avais un copain qui me dit, mais les véhicules de l'avenir, avec la conduite autonome, ça va devenir ça. Des trucs très ennuyeux. Les smartphones, depuis l'iPhone, marchent très bien, mais il n'y a plus de design. On choisit la couleur et le format, et c'est tout. Ouais. C'est les applications qu'il y a dedans qui nous intéressent vraiment. Et la voiture, donc, peut-être que le design va juste disparaître, puisqu'on ne conduit plus, puisque finalement ça devient une commodité. Et probablement, beaucoup de gens ne la posséderont pas. On va appeler une Uber. Et il vient nous chercher, et c'est très facile. Et en plus, il n'y a même pas de chauffeur. C'est vraiment un pod, comme une espèce de bus individuel qui ramène la famille, ceci, cela. Et il y en a tellement, c'est tellement facile, c'est extraordinaire. C'est sûr que ça va arriver, c'est sûr. Mais ça, c'est un type de véhicule qui sera utilitaire. Mais je veux penser que l'avenir sera pluriel. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, voilà, on n'est plus amoureux de la voiture c'est juste une commodité, comme le téléphone, effectivement, a perdu beaucoup de son identité. Et puis la voiture, c'est juste quelque chose de pratique sur lequel on ne va pas en faire plus. Voilà. L'idée, c'était comment faire quelque chose qu'on va aimer. Quelque chose, on va être amoureux de sa voiture, on va la regarder toujours avec... Parce que pourquoi la voiture a toujours fasciné les gens depuis plus de 100 ans? Parce que c'est un espèce de speed form. C'est un bel objet dynamique qui a une beauté en soi. Certains véhicules, on dit d'eux, dessinés par le vent, on dit d'eux, elle a l'air déjà d'être en mouvement alors qu'elle est à l'arrêt. On a dit des choses et puis telles on que lui celle-là. donne des noms assez fuego. Enfin, désolé, je prends ça, c'est la première truc, mais fuego, le feu, enfin Raptor, enfin des trucs qui représentent soit une puissance. Et là, toi, si j'ai bien compris, tu veux pousser ça. Alors, pousser ça dans un certain sens. Alors là, les avatars que représente l'automobile, c'est avec des mots relativement machistes, mais je voudrais rappeler des véhicules tout à fait intéressants, tels que la Renault Twingo, la toute première, avec ses phares de grenouille, etc.
tout à fait amusante, tout à fait moderne, tout à fait intelligente, tout à fait sociable aussi. On reproche beaucoup à la nouvelle génération d'être asocial derrière leur téléphone, etc., etc. Et bien voilà la sociabilité qu'on peut rapporter à un véhicule tel que un véhicule autonome comme la Nucleus. Avoir un véhicule qui, au lieu d'être agressif et un peu trop agressif sans doute comme un BMW X6. Maintenant le X6 s'explique puisque bon, j'ai une grosse voiture, coupée, 4x4, beaucoup puissante, je conduis moi-même. Alors c'est sûr c'est une représentation du client naturellement, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire trop de politesse on va dire. Ça se voit d'ailleurs souvent à leur style de conduite. Mais voilà tout, c'est quelqu'un qui conduit activement. Evoque, Range Rover est un peu sur la même ligne. Alors qu'on va regarder une Rolls-Royce, là on est calme, etc. etc. Donc tout dépend. Très intéressant pour le cas de la Twingo, parce que voiture populaire, mais qui n'essaye pas d'être quelque chose qui fait toujours appel à des notions un peu basiques, voiture sportive, etc. Mais vraiment la réelle voiture sympathique, moderne et visionnaire. Et bien, dans le cas d'une voiture autonome, on peut vraiment penser que c'est à ce sentiment-là que ça fera appel. Le sentiment d'être beaucoup plus de bien-être, une voiture sociable. On ramène ses amis, on est ensemble à l'intérieur dans ce cocon avec un énorme canopé de verre par-dessus soi. D'ailleurs, on pouvait penser aux véhicules à la Jensen des années 50 qui on a réfléchi, on regardait. Si on regarde par ici, oui, on va te suivre, tu vas nous expliquer un peu tout ça. Dans les idées, alors bien sûr au niveau langage de design, de surface, on regardait des choses qu'on avait déjà fait avant, comme la Icona Neo, qui est une voiture qui a été faite en 2015, qui a influencé quand même pas mal d'autres voitures qui sont arrivées après, je pense à par exemple le Nissan, et donc une surface de design qu'on a évolué qui nous plaisait beaucoup. On regardait les choses de 1972, la Brubaker Box. Ça, c'était quelque chose qui était une petite série sur une base de Volkswagen Beetle, et en fait qui a fait une seule porte d'entrée et plein de sofas dedans, alors très 70s bien entendu, mais c'était l'idée du minivan cool finalement, et baba cool même. Et puis on regarde les années 50, alors là c'est encore une fois le canopé de verre, la Jensen. Et j'aime beaucoup l'idée de, lorsqu'on conduit ces voitures américaines des années 50-60 et on a 3 places à l'avant, 3 places à l'arrière, c'est quand même une atmosphère tout à fait agréable, tout à fait intéressant. Je regrette d'ailleurs qu'on n'a pas ce genre de choses aujourd'hui. Le yacht, qu'est-ce qu'exprime un yacht? C'est très calme, et puis c'est la sociabilité, etc. Alors, je disais au départ, puisque la voiture autonome, on ne va plus conduire. On va plus mettre les gens, on ne devrait plus mettre les gens en randonnion en train de regarder la route comme si c'était un cinéma. Donc, ce n'est plus le sujet, ce n'est plus la route, le sujet, c'est le voyage. Et donc, je voulais faire dès le départ quelque chose de choquant quasiment sur le véhicule en demandant à mes designers de travailler avec une diagonale qui allait diviser la voiture en travers, d'avant en arrière, en ayant un pare-brise semi-transparent. Pour que les gens voient la voiture et tout de suite ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de forcément on va pas voir à travers, donc c'est forcément une voiture autonome, donc c'est forcément un autre objet, une autre sculpture. Et puis, alors le Concorde aussi un objet magnifique et timeless, je pense que personne ne discutera ça. C'était aussi quelque chose qui m'inspirait beaucoup parce que au départ, quel est le véhicule le plus intelligent? Alors effectivement, c'est pas la Jaguar Type E. Le véhicule le plus intelligent, c'est le minivan. Et si on commence à parler design en minivan, tout le monde va dire mais ça va pas la tête. Le minivan, c'est l'horreur. Mais en réalité, oui, on a l'impression que c'est un cube. Voilà, on a des images très très négatives. Voilà. En réalité, le minivan, c'est objectivement la voiture la plus intelligente qu'on puisse faire. Donc le challenge c'était de faire quelque chose qui répond aux critères d'espace d'un minivan, mais qui soit réellement attractif, qui soit beau, qui soit une belle sculpture, qui soit un joli monolithe, parce qu'il faut du design honnête. Un bon design, il est honnête. Il n'essaye pas d'illustrer des choses, on va mettre des flammes, on va mettre des choses. La fioriture, c'est un petit peu comme la cuisine. La cuisine, on va dire, japonaise ou italienne. Souvent, les meilleurs plats sont les plats les plus simples. Alors, on va demander à beaucoup d'Italiens, ils vont dire, n'est-ce pas, des spaghetti bolognaise, des choses très bonnes, très simples, pesto, pasta pesto, des choses très simples seront des très bons plats. Les Japonais auront la même attitude. En France, on est beaucoup plus tricheurs. On rajoute des trucs, on rajoute des sauces, etc. etc. C'est pas la même... et je ne vais pas aller
parler des Américains. Hein. Alors, arrêtons le ketchup. Mais voilà, donc le bon design, il est honnête. Et regardons le Concorde. C'est effectivement un design, c'est la forme qui représente la fonction, absolument. Le SR-71 Blackbird, l'avion le plus rapide du monde, aussi magnifique, quelque chose d'absolument intemporel, dont le design était inspiré au départ par des poissons. C'était un delta, et aussi les poissons qui nagent au fond de l'eau et qu'ils ont cette forme de carpe douce qui leur permet d'avoir beaucoup de stabilité et effectivement d'être très rigide. Mais voilà, quelque chose qui est une pièce évidemment d'engineering, mais qui est dessinée avec amour, qui exprime une belle émotion. Et en effet, tout a du sens. Ça n'est pas qu'une forme libre qui s'envole et qui n'a aucun sens, qui ne sert à rien. C'est une intégration de toutes ces fonctions, mais avec un sens, une cohésion artistique forte. Voilà. Alors l'idée, puisqu'on parlait de voitures assez hautes, on est à plus d'1m70 pour avoir l'espace suffisant pour 6 personnes et 5,30 m de long, il fallait l'alléger au maximum, parce qu'un minivan, on ne l'aime pas parce qu'il a l'air lourd, parce qu'il a l'air pâteau, etc., etc. Donc en fait, là, il s'agissait d'avoir une succession de sections, douces au départ, et puis plus pointues sur le haut, pour la rendre plus ciselée, et le canopé, l'allonger de l'avant à l'arrière le plus long possible. Dans l'esprit d'ailleurs de la Néo qu'on avait fait déjà quelques années auparavant. D'accord. Où ça marchait très bien. Je ne l'ai pas vue, celle que tu as fait avant. Elle était ici, il y a quelques années. On l'avait ramenée l'échelle. Voilà. Et donc voilà. Alors là, on continue et on voit déjà le sentiment de cette espèce d'objet flottant. Très inspiré bien sûr du Concorde et de ce genre de choses, très provocateur avec la diagonale du pare-brise qui de l'avant. Tout de suite on se dit en effet ça ne peut pas être conduit par quelqu'un, c'est bien un véhicule autonome, mais ça renforce encore le côté sculptural. Là il s'agit vraiment d'un monolithe, un Brancusi de la voiture. D'accord. Et puis voilà, on continue avec des choses un peu plus sophistiquées. Et bien entendu, il va falloir rajouter des roues quand même, parce qu'on va faire quelque chose de relativement réel. Alors nous, chez Icona, on aime bien être crédible. On aime pourquoi ? Parce qu'on est une société de design indépendante et on propose des choses à nos clients qui éventuellement on peut le faire. On peut dire voilà, si on voulait mettre la Nucleus sur la route, en fait on peut le faire. Justement, moi là tu nous as présenté un peu comment, d'où t'es parti, quelle a été en tout cas tes inspirations pour faire ça, pour faire cette voiture autonome. Maintenant, quand on est designer, on modèle une voiture, on modèle une idée. Comment on la confronte à la réalité, c'est-à-dire au niveau de la réalisation justement? Est-ce qu'on revient sur des courbes parce qu'elles ne peuvent pas être produites si ma question elle devait se tenir en une fois, qui se plie à qui? Le designer ou les ingénieurs? Le designer n'est pas un styliste. D'accord. Le designer est comme un architecte. D'accord. Il comprend le marketing, il comprend l'engineering, il comprend le sens de l'art et il mélange tout ensemble. Et c'est l'architecte qui va faire le building, qui doit équilibrer le sens, comment on vit à l'intérieur de ce building, comment la structure peut tenir, quels sont les matériaux, quelle est l'ambiance, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui doit gérer un ensemble de paramètres. Le designer qui ne serait que styliste, il est bien trop limité. D'accord, donc en fait toi tu vas gérer vraiment toute la partie après tu vas regarder la partie réalisation. Oui. Est-ce que mon idée est réellement réalisable? Est-ce que, et comme tu nous l'as dit, toi c'est pas juste un design, il faut que cette voiture existe. Il faut que ça marche. Alors bien entendu on ne peut pas tout savoir, mais il faut avoir des notions. Donc la plupart des designers automobiles, c'est vrai, ce sont des passionnés. Ce sont des gens qui aiment leur voiture souvent, qui travaillent sur leur propre voiture parfois, et qui ont une connexion avec l'automobile plus charnelle, on va dire. Mais bon, dans la couture, pareil, les gens dans la couture, ils savent s'il fallait faire la robe eux-mêmes, bien sûr ils la dessinent, mais s'ils devaient la faire eux-mêmes, ils savent vous mettre les épingles, etc. Ils savent faire les patrons. D'accord. La technique, il faut l'avoir. On ne peut pas que faire des sketchs, on dit débrouillez-vous. Non mais justement, c'est bien que tu en parles parce que designer, c'est un peu tout le monde dit designer, je suis designer, et en fait on ne sait pas quoi mettre derrière ce mot, et du coup là tu nous expliques que c'est pas simplement dessiner
quelque chose, il ne faut pas que ça sorte... Oui, et inversement, parfois le mot designer chez les anglo-saxons parfois est corrompu parce qu'il est utilisé par des ingénieurs. Ah, d'accord. C'est arrivé, il y a parfois eu des confusions sur le mot, mais en général aujourd'hui le design est suffisamment connu et populaire pour comprendre qu'il s'agit en fait de l'architecture du produit, on va dire. D'accord. Juste, j'ai une question. Quand tu parles de vision, d'avenir et tout ça, alors ça peut être pris drôlement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des dons parapsychologiques et voir dans les tasses de café, sortir les cartes pour voir l'avenir? Ouais. Ou est-ce qu'on sent... Oui, c'est une question amusante, mais en même temps pas du tout idiote, parce que pour ceux qui connaissent Family Guy, c'est vrai que l'artiste, le blond, là, il est toujours un peu antisocial. Hein. Et au départ, on est des artistes, hein, les gens qui viennent du design, parce que si on n'a pas la fibre artistique, on vient de l'engineering, pour commencer à avoir du goût, ça va pas être facile. Hein. Donc c'est quand même la route principale, c'est d'être d'abord l'artiste qui va s'émanciper vers en regardant l'engineering, en regardant aussi le marketing, etc., etc. Alors, faute de savoir, de savoir comprendre, il faut savoir écouter. D'accord. Donc il y a des équipes différentes et dans toute société, le marketing vient donner la recette que de ce que eux ils veulent. Alors pour le cas par exemple de la Nucleus, là pour le coup le marketing c'était nous-mêmes en discutant de dire quelle sera cette vision. Alors c'est plus du marketing où on regarde ce qui se fait pour pouvoir mettre un produit entre les deux pour pouvoir le vendre. Là c'était voilà, appréhender l'avenir, aller dans l'océan bleu. C'est plutôt le product planning pour préparer l'avenir. Et puis se poser vraiment les vraies questions. Comment va-t-on vivre dans ce véhicule? Alors, bon là, on pourrait continuer évidemment sur les détails de l'extérieur, mais il y a plus intéressant. On pourrait regarder comment on vit à l'intérieur. Alors si je vous invite à revenir par là, on a au départ, on s'est posé la question, puisqu'on a cet espace, on ne va pas conduire. Et il n'y a plus de chauffeur et on est tous des passagers. Eh bien, on s'est mis, là c'était au studio en Californie, on a pris des chaises, on a pris l'espace du véhicule, les dimensions du véhicule telles qu'on les a voulues. On sait que bien sûr en technologie on est en voiture électrique avec les moteurs électriques dans les roues. Donc ça, solution tout à fait faisable et on a absolument Elafé qui est le supplier pour le fournisseur pour ces moteurs électriques dans les roues qui marchent. 150 chevaux par roue, 600 chevaux au total et un gain d'espace extraordinaire. Et puis voilà, alors on a cet espace, qu'est-ce qu'on fait avec? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Parce que l'idée de la personnalisation, ça serait, on ne se sent pas tous les jours de la même façon, on ne veut pas tous les jours faire la même chose dans le véhicule. Peut-être qu'on a envie de s'allonger, peut-être qu'on a envie de travailler sur l'ordinateur, peut-être qu'on a envie de regarder un film, peut-être qu'on a envie de socialiser ensemble. Alors il y a différentes choses qu'on peut faire à différents moments dans la voiture. Pouvoir avoir l'occasion de leur donner la flexibilité aux gens de choisir ce qu'ils veulent faire, ça serait pas mal. Là, effectivement, on s'approche beaucoup plus d'un lounge. Mais cette idée n'est pas si farfelue. Si on pense à un jet privé, si on pense à un train, personne ne veut aller s'asseoir à côté du conducteur de train. Hein. Oui. Ça intéresse qui? Donc, encore une fois, c'est vraiment pas le sujet n'est pas la route. Le sujet, c'est le voyage. Et donc, c'est pour ça que le côté ouvert, complètement transparent des vitres, c'est le côté, non pas de la route, mais c'est le côté là où on charge les piétons, là où on voit le paysage de la ville ou de la campagne. Voilà, donc c'est volontaire d'adresser le sujet du voyage. D'accord. Dans l'avion, on va regarder dehors par le hublot sur le côté. Justement, de reprendre. Alors toi, pour toi, l'avenir, c'est on va plus être obligé, on va être facilité à du moins à partager vraiment un voyage, à partager des moments plus que... Alors, il y a quelque chose que j'ai toujours pensé. Dans mes études d'art, on étudiait aussi Le Corbusier, par exemple. Il y a eu sa part de regret, pas dans ces maisons individuelles, mais dans ces maisons où les gens n'arrivaient plus, enfin ces gratte-ciel, où les gens n'arrivaient plus à dire « j'habite là ». Et donc, le sentiment d'identité était perdu et la société en a souffert. On les détruit maintenant, ces tours. Donc le succès était mitigé de certaines aventures d'architecture à cette époque-là. Alors qu'on pensait que l'avenir, ça serait ça. Ça serait, voilà, on copie tout, on devient un peu comme des abeilles. Mais en réalité, la société réagit très mal à ça. Les gens veulent de l'individualité. Donc moi, j'ai toujours l'espoir que le demain est pluriel.
et qu'on va pouvoir continuer à accepter la diversité. C'est très important, je pense. Inclus d'ailleurs qu'il y aurait toujours quelques voitures à essence, et puis que Ferrari va continuer à produire des voitures chouettes que les gens ont envie de conduire, parce que c'est pour ça qu'on achète ces voitures-là. Mais d'un autre côté, tout comme notre smartphone, eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Alors, on écoute de la musique sur le smartphone, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont un disque vinyle. Il y a aussi cette mode qui revient. Oui. Alors ça pourrait être la même chose avec les voitures, de prendre des Uber conduite autonome la semaine et peut-être avoir une voiture des années 60 dans son garage qui nous amuse, qui a une bonne odeur, on va dire, et qui est une chouette balade dans la campagne sans avoir un but spécifique. Oui, voilà. je comprends très bien. J'ai vraiment l'espoir que la diversité, en tout cas, va continuer à être parmi nous. Ça, c'est important pour les sociétés, je pense. Alors, on revient à comment vivre ensemble dans le véhicule, et on regardait différentes configurations. Et en évoluant, donc ça allait de ces phases-ci jusqu'aux phases de sketch, on s'apercevait par exemple que des choses telles que isoler quelqu'un, un espace de travail là, mais il est trop isolé parce que lui il est assis en arrière, ça nous plaisait pas du tout parce qu'il y avait un phénomène antisocial qui nous plaisait pas. Et puis d'évolution en évolution, on est arrivé à la recette que l'on préférait. Alors les ingrédients, on les connaissait tout de suite. Hein. Les ingrédients, c'était le nombre de places, mais qu'il y ait des sièges prioritaires, que c'est ok d'avoir des sièges plus confortables que d'autres. C'est normal de prendre un siège bien ample lorsqu'on est tout seul, et puis qu'on se sert un petit peu plus quand il y a plus de monde, c'est naturel, comme dans le sofa chez soi. Mais aussi que bien sûr il y a une seule entrée. Parce que voilà, c'est pourquoi avoir des portes partout, etc. Ça facilite quand même beaucoup les choses. Et donc en évoluant, on a décidé d'avoir deux sièges principaux qui s'inclinent sur l'arrière, qui est très relaxant, avec cette tablette qui avance en fait, qui sort du mur derrière, qui a un iPad dedans, et qui peut donc revenir en arrière si on voulait une 6e place. C'est pas le strapontin, c'est un peu moins confortable, enfin c'est suffisamment confortable pour être plus nombreux. Voilà, quand on est quand il y a tout le monde. Il y a vraiment toute une recherche ergonomique. Voilà. Je vois là tu as couleur et matériel, même les matériaux sont c'est très important. C'est très important. C'est important. Alors, et même la lumière, parce que par exemple, on voit certains sketchs là. Par exemple, voyez la forme là, qui est un décaissé blanc avec une lumière indirecte. Alors quand on voit dans les avions, pour donner un sentiment d'espace, pour être contre la claustrophobie, on a les bagages en haut avec des LED derrière en lumière indirecte pour donner le sentiment que c'est flottant. Bon, la même chose, bien sûr, on connaît Frank Lloyd Wright depuis bien longtemps, qui faisait les plafonds qui ne se terminent pas jusqu'au mur, et il laisse un décaissé pour que visuellement on a l'impression que le mur continue derrière et ça respire, ça donne un esprit d'espace, le non-vu. Et bien voilà, là accentué par les lumières LED comme dans un avion, et ça donne une ambiance d'avoir ça tout autour où on allonge l'espace, ça nous apaise beaucoup. Donc ça c'est très important, cet aspect, le sentiment que ça va donner avec les couleurs et les matières. Voilà. On a ici, pour vous résumer l'architecture qu'on a choisie pour ce véhicule, la porte d'entrée est ici, on peut rentrer ici naturellement, s'asseoir ici à plusieurs ou tout seul, on peut effectivement s'allonger. Et celui-ci, en fait, il a une rotation parce que naturellement, pour pouvoir rentrer, il faudrait qu'il soit tourné de ce sens-là. Et là, il y a une télé en fait qui est dans la porte, qui se lève. Et on peut l'utiliser vraiment comme un lounge. À l'avant, on a un bar, voilà, qui est illustré ici, qui a été fait réellement en fait, dans la vraie voiture, et il existe vraiment. Et bien sûr, ce sont des bouteilles de Prosecco, pas de champagne, c'est une société italienne. Ok, Prosecco. Champagne interdit. Et puis là, on a un bureau aussi. On a un ordinateur qui est une tablette avec un clavier qui est intégré dans la table. Donc si on veut travailler vers l'avant, on fait de rotation du siège vers l'avant. Voilà. Donc c'est vraiment par rapport à la... Et il ne s'agit pas, en tout cas pour ce véhicule, de dire l'avenir, ça sera comme ça. Ouais, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais je pense qu'on essaie d'être le plus rationnel, le plus logique possible, en donnant une solution, ma foi, juste, et aussi et d'une esthétique qui va ramener les gens vers soi. Okay. C'est apaisant.
Alors, par contre, là, j'ai plus de batterie. Ça a été vraiment super tout ce que tu nous as dit. Encore une fois, merci Samuel. Je suis obligé de te quitter, c'est un peu brut, mais il me reste 2% de batterie. Je suis vraiment désolé. Du coup, on te retrouve dans les liens de la description vidéo et on te remercie encore pour le temps et toute l'ouverture que tu as fait preuve pour cette interview. Eh bien, c'est un plaisir. À bientôt.